Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir dans l'invité du direct Salah Eddine Abdessamad, vice-président du Forum des chefs d'entreprise, le FCE, et président du CNC, nouveau président en 2018 du CNC. Je ne me trompe pas, hein, c'est bien en 2018. Abdessamad, merci d'être avec nous. Bonjour. On est très heureux de vous recevoir à nouveau à l'invité du direct pour cette fois-ci débriefer une actualité récente du Forum des chefs d'entreprise, votre université d'été qui s'est tenue de manière un peu tardive en octobre, entre le 5 et le 7 à l'Oued, dans un contexte un peu particulier. On va le débriefer ce contexte. C'est un contexte à la fois économique, la poursuite un petit peu du contre-choc pétrolier pour une 4e année consécutive, et puis la fin du mandat du président Ali Haddad, et puis bon, tous les enjeux qui sont liés à l'année électorale de 2019 qui impliquent des politiques publiques d'un certain type et aussi des positionnements du FCE d'un certain type. Ça s'est bien passé. Très bien, merci. Toujours un plaisir de venir chez Radio M, donc merci de l'invitation encore une fois. Hein. Très bien, on était très bien au sud. Vous savez, l'hospitalité du sud est quelque chose d'important et chez nous. Donc une forte présence des chefs d'entreprise, pratiquement 590 participants pendant les 2 jours de l'université d'été, venant de toutes les wilayas du pays. Donc très belle université, il faisait très beau à L'Oued et on était surtout dans un endroit extrêmement confortable. On peut en parler. Hein. Oui, très bel investissement à la Gazelle d'Or et franchement, très belle infrastructure. Alors, je vous donne l'occasion, M. Abdessamad, tout de suite, de peut-être tordre le cou à une rumeur qui a circulé selon laquelle vous vouliez faire cela au CIC à Alger et que, apprenant qu'il n'y aurait pas de ministre qui viendrait à l'université d'été du FCE, vous avez choisi de le délocaliser. J'ai bien regardé sur les 4 universités d'été, il y en avait déjà 2 qui avaient eu lieu à l'extérieur d'Alger, à Tlemcen et à Constantine. Donc, bon, je n'ai pas beaucoup prêté de crédit à cette rumeur, mais je préfère que vous répondiez vous-même. On va tout de suite commencer par ça, si vous le souhaitez. On a décidé dès la première édition de l'université d'été du FCE de la faire sur les 4 régions du pays. Et vous allez voir qu'il y a une logique implacable qu'on a fait. Donc on a commencé par Tlemcen, on est parti à l'est à Constantine, on est revenu à Alger et on est parti au sud. Donc il n'a jamais été question de faire notre université à Alger. On hésitait par contre entre 2 destinations au sud, effectivement, et on a pris le choix compte tenu de l'infrastructure, parce que le problème c'est qu'on était entre au moins 600 personnes, et donc il n'y avait pas beaucoup d'infrastructures, à part cette infrastructure de la Gazelle, dont je remercie les responsables et l'investisseur que je salue, c'est Marie, donc qui a pu accueillir un événement aussi important. Alors, ceci étant mis au clair, le contenu de cette université D, vous aviez un agenda, on va l'aborder en deuxième partie de cet entretien, la problématique de la ressource humaine dans le développement des entreprises algériennes, la transition numérique dans les entreprises aussi, et évidemment le modèle d'incubation des startups, on en parlera dans un deuxième temps, mais je voudrais d'abord revenir sur la tonalité qu'a donnée à cette université d'été l'introduction inaugurale du président Ali Haddad. Je l'ai revu pour préparer cette émission. Très vite, après ce que j'appellerais un peu les formules de bienséance par rapport au bilan des années Bouteflika, par rapport au bilan du FCE, etc., peut-être que vous allez nous en dire un mot, on est quand même tout de suite dans une forme de requête. Et la première des priorités qui est désignée par le président, c'est l'amélioration du doing business. Enfin, on l'a vu encore sur le classement de la liberté d'entreprendre. L'Algérie est tombée à la 156e place dans le monde, enfin 3-4 places de la dernière place des pays classés. Il y a un gros problème de ce côté-là. Vous le confirmez, monsieur Abdessamad? Un des points, vous avez un peu fait les 3 grandes thématiques de cette université. Le premier point, c'était un bilan.
On arrive à la fin d'un mandat. On a notre prochaine Assemblée Générale le 15 décembre. Et donc, à la fin de ce mandat-là, on a voulu faire un bilan sur ce qu'on a fait ensemble. C'est-à-dire, quand on dit ensemble, l'ensemble des membres du Forum des chefs d'entreprise. Ce qui est important, cette interaction interactivité qu'il y a eu entre nous et nos membres, ça a été aussi de revoir un peu tout ce qui a été réalisé et ce qui reste à faire. Une organisation patronale, elle est là. Bien sûr, quelles que soient les personnes qui seront au niveau du Forum des chefs d'entreprise, c'est une organisation patronale qui va revendiquer tous les jours, aujourd'hui, demain, une amélioration du climat des affaires. Le climat doit être amélioré continuellement si on veut améliorer la compétitivité de nos entreprises et la compétitivité de notre économie. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a passé en revue parce que beaucoup de choses ont été faites. Peut-être on n'a pas pris le temps de regarder et surtout de voir les évolutions. Première évolution, c'est une transformation totale de notre organisation. On passe d'une organisation qui était plus élitiste, qui était plus proche d'un club qu'une organisation patronale, à une organisation qui s'est donné dès le départ un objectif et un défi de l'ouverture et de la représentativité. Comment l'ouverture et la représentativité ? On passe de 250, 260 entreprises à 7000 entreprises aujourd'hui. Vous êtes 7000 adhérents ? 7000 entreprises. Il y a des adhérents qui ont 2 ou 3 entreprises. On est un peu plus de 4000 adhérents, mais je parle en entreprise, c'est ce qui est important. 7000 entreprises. Ces 7000 entreprises, ce qui est important, l'ouverture et la représentativité, on l'a voulu sur 2 axes majeurs. Premier axe, c'est l'axe des jeunes, JLFCE. Aujourd'hui, sur les 7000 entreprises, 1600 sont des entreprises de JLFCE. C'est des jeunes entreprises dont les patrons ont moins de 40 ans. C'est ça là. La deuxième chose, là où il reste encore des efforts, mais c'est un effort on peut en parler un peu plus large, on est passé de quelques entreprises dirigées par des femmes à plus de 150 entreprises au niveau du FCE qui sont dirigées par les femmes. Donc, une ouverture, première sur le genre, une ouverture sur les jeunes qui est une décision stratégique pour nous. La deuxième, c'est l'ouverture territoriale. Les 48 wilayas et pratiquement les 1541 communes sont représentées au niveau du FCE par des entreprises. Donc on a aujourd'hui une vision, une remontée des territoires et parmi les thématiques qu'on a abordées lors de cette université, c'est le développement au niveau des territoires et l'importance du développement local. Du développement local, de la décentralisation, des spécificités locales, on en parlera par la suite. Le troisième point qui pour moi aussi très important, c'est l'ouverture sur les secteurs. On voulait aussi que le Forum des chefs d'entreprise représente l'ensemble des secteurs. Et on a mis en place 27 commissions sectorielles. Donc, ouverture sur les jeunes, sur les femmes, sur les territoires, sur les secteurs. Aujourd'hui, avec 7000 entreprises, on peut se dire qu'on est représentatif, on est la première organisation en Algérie patronale. Pour terminer sur cette transformation, effectivement, qui est, on peut vous le concéder, importante, c'est un changement de positionnement. Enfin, absolument. Voilà, vous avez voulu aussi cesser d'être une association et devenir un syndicat. Et il se trouve qu'au niveau organique, bienvenue au club, parce que nous on a ce problème. On essaie de créer depuis plus d'une année un syndicat des éditeurs de la presse électronique et on a en face de nous les RG à chaque fois qu'on tente de le faire. Vous avez eu un problème de mise en conformité, c'est ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé, je vais revenir 30 secondes sur cette transformation. La transformation, oui. Jusqu'à la décision de l'Assemblée Générale en début d'année, il y a eu toujours cette discussion au sein du FCE, organisation patronale ou syndicat. Et jusqu'à il y a 2 ans, il y avait une majorité qui se dégageait pour rester en association. Le club, quand je parlais du FCE Club à 350, think tank, beaucoup plus... force de proposition. Toujours force de proposition, même aujourd'hui. Mais, ça veut dire avec des règles d'entrée au forum très strictes, ça a été assumé, et j'en faisais partie. Ça a été totalement assumé. Et cette discussion au sein du FCE syndicat a toujours existé. Par contre, l'ouverture
surtout territorial, en nombre, sur les jeunes, nous donne d'autres responsabilités au niveau territorial. Et aujourd'hui, beaucoup de nos représentants reviennent en disant le statut de syndicat nous aiderait à être beaucoup plus crédible au niveau surtout de beaucoup d'institutions. On a des problèmes avec des membres dans des wilayas et on ne peut pas traiter les problématiques qui sont posées à Tindouf ou à Tebessa ou à Mernia, à Alger. Il faut que ça soit traité localement. Et avec un statut de syndicat, on aurait un peu plus de représentativité auprès d'un certain nombre d'institutions, que ce soit les impôts, que ce soit les centres de prud'homme, où beaucoup de problèmes touchent les entreprises, mais pas que ça, au niveau de l'administration de manière générale. Donc est venue cette discussion, nous avons mis en place une commission qui a travaillé pendant des mois. Il y a eu des allers-retours. Cette commission a été composée de personnes du conseil exécutif, de membres, mais surtout de délégués du wilaya. Et on est arrivé à proposer un projet qui a été entériné par le conseil exécutif et par la suite par l'Assemblée générale. À partir de là, l'association qui a décidé de se transformer en syndicat doit se conformer bien sûr à une réglementation. Donc pour l'instant, on a transmis nos documents avec des allers-retours entre les institutions concernées et on attend leur décision. Voilà. Mais je veux dire, il ne faut pas lier ça ni à une conjoncture. C'est un débat qui a toujours eu lieu et je vous dis, jusqu'à il y a 2-3 ans, une majorité se dégageait pour rester en association. Depuis 3 ans, et surtout avec le poids que prennent les délégués de wilaya aujourd'hui au sein de notre organisation, c'est une demande qui est devenue beaucoup plus forte. Ils ont une pression de leurs membres, de chaque wilaya. Elle a été prise en charge par la direction du FCE. Elle a été prise en charge, mais en passant par les instances de notre association. Très bien. Slahdine Mabsmed, après un bilan comme ça, une transformation que vous venez de décrire, qui est importante, qui a changé la nature même du FCE, avec cette ultime conséquence que vous venez de nous expliquer, le président Ali Haddad est bien parti pour demander un autre mandat. Enfin, il serait légitime à la tête d'un bilan comme ça. Pourquoi ça ne s'est pas fait dès cette université d'été ? Le bilan a été plus loin, parce qu'on peut même parler des choses qui ont été faites, sur lesquelles on a travaillé. Il y a des choses sur lesquelles on a avancé, d'autres qui nous restent à faire. Alors, sur la question précise, parce que cette nouvelle transformation nous a donné aussi beaucoup plus de légitimité pour le dialogue social. On est parti, on a discuté, on a dialogué, on a échangé avec toutes les institutions, avec les syndicats, avec le gouvernement, avec le Parlement. On a beaucoup échangé avec les deux chambres. Ça nous donne cette légitimité de représentation. C'est pour ça que le statut de syndicat, vous savez, le statut de syndicat, on l'a sans l'avoir. On est signataire du pacte économique et social. C'est Hamiani qui l'a signé, le président Hamiani qui l'avait signé à l'époque, sans être syndicat. Je préside le comité de suivi des engagements de la tripartite au nom de l'ensemble des contractants au niveau patronat. Oui. Donc on est déjà dans ce rôle-là depuis un moment. Aujourd'hui, il est venu le temps de présenter un dossier aux autorités. Les autorités sont en train de l'examiner. Ma question c'était, est-ce qu'Ali Haddad va rempiler ? Non, j'y viens parce que même sur le plan, parce qu'on a pris des engagements avec les membres. Le premier engagement était l'ouverture, la représentativité. Je pense qu'on a franchi un cap important dans cette représentativité. La deuxième chose, on a pu quand même mener des grandes études sur des sujets stratégiques. On a mené une étude sur tout ce qui est sécurité alimentaire, qui a servi alors, les études sécurité alimentaire, sécurité énergétique, sécurité numérique. C'est pour ça que vous allez retrouver tout au long de notre plaidoyer, de nos programmes, on va toujours tourner autour de ces très grandes 3 sécurités qu'on estime être vraiment les fondamentaux d'une politique de diversification, mais aussi les fondamentaux d'une transformation et des réformes en cours et à venir. Sur l'étude aujourd'hui de la sécurité alimentaire, ça a permis de lier les deux secteurs, le secteur de l'agriculture, qui est parmi les secteurs qui a connu le plus de croissance durant les 15 dernières années, et le secteur de l'agroalimentaire, qui reste le premier secteur industriel en Algérie. Un quart
de l'industrie algérienne vient de l'agroalimentaire. Derrière le secteur hydrocarbures, le premier secteur industriel, c'est le secteur de l'agroalimentaire. Donc on a commencé, et nos besoins aussi sur l'agroalimentaire sont importants, que ce soit nos importations, mais en même temps, nous avons le potentiel pour créer des entreprises, créer de la richesse sur ce secteur-là. Donc on a donné énormément d'importance, y compris sur l'organisation et la transformation au niveau de cette agriculture industrialisée, cette hyper-agriculture. Ce qu'on a fait aussi, c'est que les 4 années qu'on a passées au Forum des chefs d'entreprise pour mener cette transformation, n'oubliez pas, se sont faites sur 3 années de crise intense. Surtout au début, on vit encore la crise. Ça a été aussi l'occasion de mobiliser l'ensemble de ses membres dont certains secteurs ont été très fortement touchés par la crise. Et pourquoi je reviens à l'agriculture ? Beaucoup de membres, à travers ces études, à travers cette visibilité qu'on donnait sur ce secteur, ont diversifié leurs affaires sur l'agriculture. Énormément de membres venant, par exemple, des travaux publics. On a pu le constater aussi, ça, au dernier salon. Beaucoup de gens qui viennent des travaux publics ont aujourd'hui diversifié leur business. Ils sont partis sur l'agriculture, sur l'agroalimentaire, mais beaucoup sur l'agriculture. Aujourd'hui, très sincèrement, je suis frappé. Des gens qui viennent du numérique, de l'agroalimentaire, du plastique, ont aujourd'hui des exploitations agricoles. Ça fait partie de cette transformation et ça fait partie de cette responsabilité qu'on a prise de donner de la visibilité sur des secteurs. Je viendrai sur d'autres secteurs. J'ai cité l'agroalimentaire et l'agriculture. Le deuxième secteur, ça a été l'énergie. Alors bien sûr, dans l'ouverture des secteurs, je dis ça même au discours et je reviendrai à votre question, il faut ouvrir à tous les secteurs. L'énergie a été et reste encore un secteur fortement dominé, archi-dominé par les entreprises publiques, Sonalgaz, Sonatrach et leurs filiales. On a vu une ouverture sur les énergies renouvelables. On était au tout début du programme et on a décidé de prendre en charge véritablement ce programme-là. Et on a été plus loin puisqu'on a voulu le faire en élargissant aussi le cercle à travers le Club Energia. Ce Club Energia a été vraiment une ouverture encore plus importante aux spécialistes, aux universitaires, à la diaspora et aussi à nos institutions publiques. Donc aujourd'hui, il se retrouve avec un club de 300 personnes qui s'agitent autour des questions énergie renouvelable. Et on n'aura pas le temps de détailler, on reviendra sur le Club Energia et sur ce secteur-là. Vous allez évoquer aussi la sécurité digitale. On était sur l'institutionnel. Ça, c'est le bilan du FCE. Ça, c'est le bilan du FCE. Moi, je ne vais pas voter parce que je ne suis pas membre du FCE. Donc, vous aurez le temps de le développer devant les membres et je suis sûr qu'il va être adopté parce que on peut tourner la question dans tous les sens. C'est un bilan qui peut être qui a de la gueule. Mais se pose la question de l'institutionnel aujourd'hui dans le contexte. Vous avez un président du FCE qui est extrêmement positionné pro-Bouteflika. Vous avez d'ailleurs déjà soutenu avant tout le monde la continuité pour un 5e mandat de Bouteflika. Ma question c'est, est-ce que votre Assemblée générale à la fin de l'année et la reconduction du président El Haddad qui est l'artisan avec vous, l'équipe dirigeante du FCE, de ce bilan que vous venez de décliner, est-ce que c'est pas quand même lié aux incertitudes politiques? Et est-ce que le sort et le management et la gouvernance du FCE, qui s'est beaucoup impliqué derrière le politique, et au point où il y a des chefs d'entreprise qui veulent pas être au FCE à cause de cela, est-ce que c'est pas quand même par rapport à ce paramètre que va se jouer cette Assemblée générale? Avec mandat supplémentaire ou pas de El Haddad. Est-ce qu'on sera d'abord, il faut d'abord savoir si Bouteflika il sera ou pas, avant de savoir si le FCE va être dirigé encore par El Haddad ou pas. Bon, la première question, c'est vous m'avez obligé à poser la question différemment parce que vous avez refusé de répondre à la question. Non, tel que je l'ai formulé la première fois. Je vais y répondre et vous avez le droit de poser les questions et choisir la forme de les poser. Non, je vais répondre très clairement. L'Assemblée générale, c'est le 15 décembre. Donc, c'est pas plus tard. C'est pas en avril 2019. Donc ce sont deux choses différentes et on se concentre et on reste sur la partie économique pour nous. Le Forum des chefs d'entreprise à travers son conseil exécutif et son président ont pris la responsabilité de soutenir une Algérie
où deux éléments sont nécessaires au développement, où ces deux éléments ont amené la création de la plupart des entreprises qui existent aujourd'hui, qui sont la sécurité et la stabilité des institutions. La confiance dans l'investissement, la confiance dans les affaires, ça commence par la sécurité et une confiance dans les institutions. On peut quand même, mais je vais aller plus loin. Maintenant, pour le mandat qui s'achève, le président du FCE ne s'est pas déterminé publiquement s'il prend sa décision. Ce que je peux vous dire, c'est que la majorité du Conseil exécutif souhaite continuer un mandat parce qu'il reste beaucoup de choses à faire. Et nous avons la confiance de beaucoup de nos membres. On était à l'université d'été du FCE. Beaucoup de membres du FCE ont demandé à M. Haddad de continuer. Et il n'a pas répondu. Il a même souhaité que ça ne fasse pas partie des points qui sont abordés à l'université d'été. Je pense que de toute façon, on a un règlement intérieur, on a des statuts qui sont bien déterminés. Et dans les prochains jours, on saura qui sera candidat le 15 pour cette élection-là. Et surtout, ce sera à l'Assemblée générale de déterminer quelle suite elle veut donner à son association. Juste pour finir avec ce chapitre, on passera au contenu et à l'agenda du FCE, parce qu'il y a effectivement, on est d'accord pour dire qu'il reste beaucoup de choses à faire. Quand vous dites deux éléments clés qui ont aiguillonner votre choix et la prise de responsabilité de demander au président Bouteflika de continuer. La sécurité et la stabilité. Et le droit, vous en faites quoi au FCE? Vous êtes chef d'entreprise, vous devriez vous rappelez beaucoup le droit constitutionnel. La constitution algérienne est très claire. Quand on n'est pas en mesure de diriger le pays, on ne peut pas le diriger. Vous faites quoi de droit? Ça c'est vous. Vous croyez le médecin qui dit que Bouteflika est en mesure de diriger le pays, vous le croyez? Ça c'est vous qui le dites. Nous sommes des chefs d'entreprise, il y a un président qui est là, qui dirige le pays et toutes les institutions aujourd'hui fonctionnent. On ne va pas plus loin, nous. L'entrepreneur, il a un souci principal, c'est la pérennité de son entreprise, la pérennité et la responsabilité qu'il a avec les employés et les familles qui sont employés, et surtout la compétitivité de son entreprise. Sans une sécurité assurée, sans une stabilité des institutions, il n'y a pas de confiance dans l'investissement. Est-ce qu'on se sent... J'aimerais rajouter une chose. Sur les 1 million d'entreprises qui existent aujourd'hui, Siradi Hassan, sur 1 million d'entreprises, les 2/3 ont été créés à partir de la fin des années 90. C'est une réalité. Bien sûr, l'Algérie a connu un boom extraordinaire. On peut le dire. On aurait pu faire plus, certainement. On a le potentiel d'un très grand pays, on y croit. On a le potentiel du plus grand pays d'Afrique. On est deux ou 4 grandes économies en Afrique. Et l'Algérie doit faire partie de ce top 5 et vraiment le plus haut possible de ce top 5. Les entreprises continuent à investir. Moi, quand j'écoute aussi beaucoup de choses autour, c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, à un moment, il faut se concentrer sur nos entreprises, sur nos affaires. C'est important, parce qu'il y a beaucoup de distorsions, même si individuellement, chacun est libre de penser, de faire l'analyse. Là, vous l'avez fait collectivement, pas individuellement. Juste sur la sécurité. Mais c'est important. Ce que je veux dire, c'est que sur cette partie-là, quand vous entendez encore des entreprises qui investissent aujourd'hui, des entreprises qui ne trouvent pas des assiettes foncières dans beaucoup de wilayas, c'est que si on n'avait pas confiance dans les institutions, dans ce qui se passe, dans le programme, dans la projection, mais les gens ne vont pas investir, ne vont pas mettre un centime dans ce pays-là. Des programmes, des investissements, des nouveaux projets sont en train de démarrer partout. L'énergie renouvelable n'a pas démarré. Il y a des gens qui ont démarré leurs usines de panneaux photovoltaïques. Et je peux parler de beaucoup de secteurs. Je parle de ce secteur parce que je suis dessus. On va revenir sur le moral des chefs d'entreprise, sur la conjoncture et la façon de projeter, parce que c'est important. S'il y a de bonnes nouvelles, on est preneur. Mais encore un instant sur cet élément de la sécurité. Vous dites que c'est important, la sécurité et la stabilité. Je vous ai bien entendu sur la stabilité. Sur la sécurité, est-ce qu'au FCE, vous ne redoutez quand même pas
quand même pas, qu'on repasse par une phase d'insécurisation des managers, des chefs d'entreprise, pas seulement dans le public, pour ça on l'a connu du temps des années 90 du gouvernement OIM, ceci fait le rappeler abondamment ici à ce plateau il y a quelques jours. Il y a des chefs d'entreprise du FCE qui sont en prison depuis quelques mois. Il y a eu des arrestations importantes dans l'état-major de l'armée, des chefs de corps, des chefs de région militaire, etc. Et il se dit qu'aujourd'hui, on nettoie, entre guillemets, on ne sait pas sûr, la présomption d'innocence, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais que ce type d'opération, entre guillemets, main propre, pourrait passer au civil. Et dès qu'on parle du civil, on pense tout de suite aux grands chefs d'entreprise qui pourraient, pour une raison ou une autre, avoir profité plus que de nécessaire de certaines facilités de passe-droit, d'enrichissement illicite, etc., etc. Est-ce que ce climat, vous ne le sentez pas aujourd'hui? Est-ce que ça ne fait pas partie un peu de la nouvelle conjoncture de laquelle doit prendre compte le FCE? Vous avez parlé dans la question de présomption d'innocence. La justice fait son travail. Moi, je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Je ne connais pas ni les tenants ni les aboutissants des uns et des autres. Et comment voulez-vous que je me prononce sur, vous me dites un chef d'entreprise ou des chefs d'entreprise? Un chef d'entreprise est un citoyen comme n'importe quel autre citoyen. Si la justice l'a convoqué, c'est qu'elle a des raisons, et j'espère. Si on fait confiance à la justice de son pays, ça commence par ça. Donc vous me parlez de droit au début et de présomption d'innocence. Nous, on s'en tient à ça. Donc ce n'est pas un facteur qui démotive pour investir, puisqu'on veut en arriver à ça. Le climat est toujours orienté vers l'investissement. Très sincèrement, dans toutes les wilayas, les gens réclament des terrains. Ils réclament des terrains pour faire... Quand il y a une grande rareté, ce n'est pas l'indicateur. Quand il y a une très grande rareté de terrain, le fait d'en réclamer, ce n'est pas un indicateur de réactivité. Ce n'est pas une grande rareté. On a quand même fait beaucoup de choses dans le foncier industriel. On est passé du calpiref administratif. On a décentralisé au niveau des Weli aujourd'hui. Il y a des zones industrielles qui n'existaient pas. En 2 ans, allez-y à Chelromleid. En 2 ans, elles ont été saturées. Allez-y autour de Borges. Allez-y à Stef, allez-y à Batna, maintenant ça redémarre avec, allez-y à Relizen, Schlef. C'est pas, il y a du foncier qui a été mis sur le marché depuis 3 ans maintenant. Et malgré ça, ça ne suffit pas. Alors c'est vrai qu'il y a des déséquilibres entre wilayas. Il y a aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'est plus possible de continuer à investir à Oran, à Alger et à Blida. C'est plus possible. De toute façon, il n'y a plus de réserve foncière. Il faut aller plus loin. Et les entrepreneurs sont en train de partir plus loin. C'est une réalité que quand aujourd'hui... Les réserves du président sur améliorer le doing business, c'est sur quoi? Nous, on a pensé tout de suite au foncier. C'est quoi? Ça ne suffit pas. Ben, vous venez de le dire. Ça ne suffit pas. Des gens veulent développer leurs affaires, veulent développer leurs unités, veulent aller sur de nouveaux créneaux et veulent investir. Mais sinon, on va pas demander des terrains pour faire des terrains de tennis. On veut faire des entreprises, on veut faire des usines, on veut faire des... Et en plus, même la spéculation. On aurait pu aussi parler de spéculation. Il n'y a plus de spéculation possible, c'est de la concession. Et mieux encore, maintenant, il y a un dispositif sur la concession de 5% sur la valeur vénale du terrain si on tarde à investir. Et le terrain peut être même récupéré. Donc aujourd'hui, il y a une réalité sur le terrain, il y a des investissements qui sont en cours, et moi j'ai toujours appris ça, l'investissement ne peut se faire s'il y a la confiance. S'il n'y a pas de confiance, pas d'investissement. S'il y a de la confiance, il y a de l'investissement. Donc les gens ont confiance dans ce pays, et ils ont confiance dans son potentiel, dans son avenir. Alors, tant mieux, enfin, j'ai pas envie de citer ceux qui veulent investir et qui n'arrivent pas à le faire parce qu'il y a des blocages. Il y en a. Voilà. Il y en a. Et c'est pour ça que le président, dans son discours, parle du climat des affaires, parle de son amélioration. Il y a aujourd'hui aujourd'hui l'ouverture doit se consacrer à tous les secteurs. La bureaucratie reste encore un problème. La décentralisation doit être une réalité. Aujourd'hui, il faut pouvoir décentraliser les décisions économiques. Mais comment dirais-je, les financements, si vous voulez, on peut parler, parce que les 2 gros composants étaient très sincèrement le foncier, on en a parlé, le financement. Aujourd'hui, là, on est très critique sur le financement. Très critique, mais également pragmatique. On sait ce qui ne va pas. Aujourd'hui, vous avez une place bancaire qui est occupée à 80% par des banques publiques.
C'est assez rare. Vous n'allez pas trouver beaucoup d'exemples d'économies de marché comparables aux nôtres, avec 80% occupés par les banques publiques. Les banques publiques ont fait le maximum. Moi, je connais tous les responsables de ces banques, tous les techniciens de ces banques. Ils ont fait un effort extraordinaire, mais n'oubliez pas, on est sous un régime, je dirais, prudentiel de la Banque d'Algérie qui, de notre point de vue, gagnerait à être à mettre un peu plus de risques sur l'investissement. On est dans une économie en transformation, en évolution, en diversification. Les banques et la Banque d'Algérie devraient mettre, peut-être j'emploie pas le bon mot, un peu plus de souplesse dans la prise de risque. On manque aussi de compétition sur la place bancaire. Il n'est pas normal qu'on soit le seul pays où il n'y ait pas de banque privée algérienne. Nous avons 80%, c'est des banques publiques, des 20% sont des banques étrangères. Il n'y a pas de banque privée. Regardez tous les pays comparables. C'est les séquelles de l'affaire Khalifa. Oui, mais c'est les séquelles, ça fait très longtemps, mais on peut. Vous savez, quand il y a des crises, regardez ce qui s'est passé en Espagne, au Portugal, en Turquie. C'est des dizaines de banques qui ferment, mais c'est la vie de l'économie de marché. Bien sûr qu'il y a une orthodoxie, il y a des règles prudentielles, mais d'un autre côté, on ne peut pas brider la croissance d'un pays par ce frein-là. Le financement conventionnel ne suffit pas aussi. Il faut tous les autres financements. Parmi les travaux que nous avons réalisés au niveau du forum, c'est aussi tout le travail qu'on avait fait sur les fonds d'investissement. Nous avons travaillé sur la législation. Il y a une nouvelle législation aujourd'hui qui maintenant règle toute la problématique du gestionnaire du fonds, des participants du fonds, des gens qui lèvent l'argent. Aujourd'hui, on a travaillé, on l'a fait évoluer. C'était du temps de Sibn Khalfa, ministre des Finances. Les décrets sont passés, les décrets exécutifs sont là. On a ouvert cette porte-là de financement alternatif. On est un pays où la bourse, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues à cette place-là, qui ont parlé d'une bourse très atone aujourd'hui. Et donc, on a une économie qui se finance exclusivement sur des banques, en grande partie sur des banques publiques. Ces banques publiques sont sur le coup d'une réglementation assez stricte, prudentielle, mais en plus, c'est des banques publiques, elles sont aussi sur le coup de la problématique de l'acte de gestion. Donc vous voyez, il y a la double peine sur notre banque, même si je redis, les banquiers ont fait des efforts énormes sur les 3 dernières années, mais il faut tenir compte de ce contexte. On a bien entendu. Qui fait partie des réformes auxquelles on appelle. Ça fait partie des réformes auxquelles vous appelez, ça fait partie d'un chapitre précis de ces réformes-là, puisque vous déplorez que le secteur bancaire n'ait pas été à nouveau ouvert au privé algérien. De manière générale, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'un des principaux échecs de cette transformation, de ce mandat du FCE qui est en train de se terminer, c'est de ne pas avoir réussi finalement à élargir plus le périmètre du secteur privé dans des secteurs qui sont encore des monopoles publics. C'était une revendication forte au début du mandat de monsieur Ali Haddad. Je me rappelle le transport aérien, le transport maritime, l'université. Vous avez évoqué les ressources humaines pendant cette université d'été. On peut penser qu'il y a un complément de formation qui peut être amené par le privé. C'est fait aujourd'hui. Dans le cas des universités privées. Donc, ma question, est-ce que vous ne considérez pas quand même que de ce point de vue-là, rien n'a bougé réellement? Les mêmes périmètres qui étaient interdits au privé continuent de l'être 4 ans après. Il reste des choses à faire. Alors, sur les universités ont reçu leur agrément. Il y a aujourd'hui des dispositifs qui fonctionnent. Des universités privées existent. Et heureusement qu'elles existent. Aujourd'hui, il y a une demande. Vous allez chercher une place aujourd'hui dans une business school à Alger. Il est très difficile d'en trouver. Donc, et ils sont en pleine extension, ils sont en plein développement. Et heureusement qu'elles existent, je dirais. Le deuxième point, le transport, je crois, maritime est ouvert. Le transport cargo aérien a été ouvert. Il y a des gens qui ont déposé des dossiers, selon ce qu'on entend. Le système bancaire, c'est vrai que l'Algérie a été très frileuse sur ce secteur-là. Et je vous l'accorde. Maintenant, la place du privé. Alors là où je ne suis pas d'accord avec vous, non. La place du privé a énormément évolué. Les derniers chiffres, ce n'est pas nos chiffres, c'est les chiffres officiels, c'est les chiffres... je parlais de l'entrée dans de nouvelles activités. Mais ça ne fait rien. Pas de croître dans la même activité. Non, ça, on a bien compris que des activités. Près de 70% des emplois sont au niveau du privé, 67, 68 de mémoire. Pour la 3e année consécutive,
la fiscalité ordinaire, donc drivée par l'entreprise, est loin devant la fiscalité pétrolière, et c'est important, et la valeur ajoutée, donc aujourd'hui, même dans le secteur, en comptant le secteur des hydrocarbures, est aujourd'hui en majorité apporté par l'entreprise privée. Donc, c'est une évolution indéniable. Aujourd'hui, le secteur public est là, et parmi aussi les grandes questions sur lesquelles nous avons travaillé, et on a obtenu gain de cause, ça rentre dans le dialogue avec les institutions, c'est une transformation majeure au niveau de la constitution de notre pays, où aujourd'hui, le secteur privé et le secteur public sont aligné, il n'y a plus de différence, c'est inscrit dans la loi. Non, c'est inscrit dans la loi du pays. Il y a eu une phrase explicite dans le discours inaugural du président, je suis désolé de le citer autant, qui dit les pratiques discriminatoires. C'est pas supportable. Vos collègues chefs d'entreprise, y compris ceux qui sont FCE, viennent ici dire que dans les appels d'offres, on continue à prioriser les entreprises publiques. Ce que j'ai dit, je n'ai pas dit. Ça, c'est la Constitution. Je n'ai pas dit. Ça, c'est une chose. C'est un aboutissement. Faire aboutir, inscrire dans la loi du pays, dans la constitution du pays, dans la loi fondamentale du pays, qu'il n'y a plus de différence. Dans les pratiques, bien sûr qu'il y a encore des différences. On a vu l'épisode des assurances, on a des épisodes tous les jours, il reste encore. Et c'est pour ça que des organisations comme les nôtres doivent être là, doivent être vigilantes, doivent continuer à travailler. C'est du militantisme. Il faut continuer à militer pour cette égalité entre entreprises publiques, entreprises privées. C'est un travail de tous les jours. On reçoit de nos membres tous les jours des distorsions dans la compétition sur le marché. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas. Ça existe et on va continuer à essayer de réduire ces distorsions. Il faisait beau à l'Ouest pendant votre retraite. La Gazelle d'Or, c'est un lieu magique où on peut passer de très bons moments. Est-ce que pour autant le climat, on va dire le moral des chefs d'entreprise était plutôt bien orienté, compte tenu de ce qu'on vient de citer. Je fais référence notamment au retour de certains warnings, certaines alertes sur les impayés dans les entreprises de réalisation, ceux qui travaillent avec les programmes publics, qui ont à nouveau de grands retards. Est-ce qu'on n'est pas revenu un peu dans un climat de sinistrose par rapport aux trésoreries d'une partie des entreprises du FCE? On n'oublie pas qu'on est en pleine crise. C'est une réalité, on ne peut pas le cacher. Vous dire que le moral des chefs d'entreprise est au plus haut, ça serait une contre-vérité. Mais il n'est pas aussi au plus bas. Par contre, on s'est beaucoup battu au Forum des chefs d'entreprise au moment le plus difficile, en particulier pour les entreprises de travaux publics qui avaient connu 7-8 mois d'impayés et qui ont même commencé, pour certaines, surtout les plus fragiles, à licencier et même à s'arrêter de travailler. Un effort a été fait d'une manière très importante, et après la tripartite à Annaba de mémoire, des instructions ont été données et les entreprises ont soufflé. Aujourd'hui, 2017, ça fait une année. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a aussi des retards. Il y a une sonnette d'alarme qui est lancée par des entreprises, il y a des retards qui s'accumulent. Et nous avons touché les secteurs concernés pour accélérer. On pensait qu'avec le financement non conventionnel, on était à l'abri de cela. Mais apparemment, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On va attendre un peu. C'est peut-être la fin d'année. Il y a des histoires de clôture de budget. Il y a eu des changements au niveau des wilayas, des changements au niveau de direction qui ont un peu ralenti. Mais nous sommes vigilants. C'est extrêmement important. Ce qu'il faut retenir quand on a dit, on a quand même participé pendant cette crise à mobiliser, à galvaniser, à montrer de nouveaux secteurs à nos entreprises, à les ouvrir sur d'autres secteurs. Ce qui est important, c'est que malgré tout, vous voyez, il y a très peu de licenciements. Les gens tiennent à leurs employés. Des entreprises qu'on retrouve dans toute l'Algérie, ils préfèrent réduire la voilure surtout, mais ne pas licencier. Ils ont pu garder leur... Parce qu'on pense qu'elle va repartir.
on pense que ça va repartir, mais l'entrepreneur algérien a une grande responsabilité envers ses collaborateurs. Il essaye jusqu'au bout de les garder. Et sincèrement, moi j'ai entendu des histoires très dures d'entreprises qui étaient vraiment au fond du gouffre à la fin de 2017. Malgré ça, ils ont gardé, ils sont repartis, ils sont prêts à reprendre. Donc tout ça, ça fait partie de ce qu'on a. C'est pas facile tous les jours. Vous savez, vous avez des centaines de requêtes qui arrivent au niveau du Forum des chefs d'entreprise. Forum des chefs d'entreprise, c'est des volontaires. C'est vrai qu'on a une vingtaine de permanents aujourd'hui, mais il est impossible de traiter toutes ces requêtes. Il y a des requêtes personnelles, donc on préfère travailler par secteur. On a aujourd'hui véritablement le bruit de fond de ce qui se passe dans nos territoires et dans nos entreprises. Alors, dans les territoires et dans les entreprises, on se met à s'intéresser aujourd'hui à l'exportation. Le grand projet de la diversification économique des années de contre-choc, il va bien falloir exporter autre chose que des produits pétroliers. Le FCE a lancé ce fameux forum africain auquel nous, en tous les cas, Maghreb émergent, nous avons beaucoup cru et nous continuons de croire. C'est un véritable challenge, c'est la profondeur stratégique d'un territoire comme celui de l'Algérie. Alors, vous avez mobilisé aussi les diasporas sur des projets. Vous nous avez dit un mot sur Energia, mais on n'aura pas malheureusement, dans le cadre de cette émission, le temps de développer. Ça se passe comment sur le front des exportations? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une meilleure compréhension de l'administration, de l'environnement des affaires pour faire des entreprises algériennes, des entreprises exportatrices? 3 mots que vous avez dit, et on est fiers d'avoir porté ces projets-là qui sont l'Afrique. Quand on a parlé de l'Afrique, beaucoup de gens nous prenaient pour un peu des... vous n'avez pas réglé vos problèmes, vous allez à l'Afrique. Aujourd'hui, tout le monde parle d'Afrique. Et on a aujourd'hui des stratégies qui commencent à se dessiner par filière, par secteur, mais surtout une stratégie de l'État algérien qui veut aller vers l'Afrique et qui veut compléter un peu cette influence algérienne, parce qu'au-delà, c'est de l'influence politique, mais après, c'est surtout de l'influence économique qui va maintenir ce lien, en particulier de notre grand pays, plus grand pays d'Afrique, cette frontière avec l'Afrique. On ne peut pas rater l'aventure africaine, l'aventure du prochain plus grand marché mondial sur les 30 prochaines années. Donc ça, aujourd'hui, on est fiers que c'est repris partout. Aujourd'hui, vous lisez un journal, il n'y a pas un jour où il n'y a pas un article sur l'Afrique, sur les possibilités de l'Algérie. La deuxième chose, ça a été intégré par les membres du forum, donc derrière ça, les exports, j'y viens, et surtout par nos institutions. Aujourd'hui, il y a des choses qui se font. On a appelé au niveau des infrastructures l'ouverture du pont avec la Mauritanie, stratégique le pont. Le réaménagement du troc, mais surtout des routes avec le Niger et le Mali. Vous savez, il y a des conditions sécuritaires et des conditions d'ouverture. Malgré ça, on essaye aussi de voir comment aussi laisser la place à un flux économique de marchandises pour ce faire. Derrière ça, c'est aussi des dizaines de postes d'emploi qui vont se créer sur ces régions-là, parce que ce qu'on avait proposé lors du forum, c'est quelque chose d'assez intégré. C'est une intégration économique, c'est une intégration sociale et une intégration politique à court terme. Mais on a surtout traité, pour notre part, le volet économique. C'est une réalité, puisque aujourd'hui, la petite PME commence à réfléchir export. On n'est pas obligé d'être une grande entreprise pour exporter, c'est ce que vous voulez dire. Non, pas du tout. La PME réfléchit export. La PME réfléchit export, ça veut dire elle réfléchit qualité, quantité, management, numérisation de son entreprise. Ça commence à se faire. Ça veut dire aujourd'hui, alors après il y a de l'intermédiation dans l'export. On ne peut pas tout exporter soi-même. Il faut des plateformes d'export. Aujourd'hui, on a vu nos expériences sur tout ce qui est produits périssables, en particulier agricoles. Il faut des plateformes. Plateformes logistiques, plateformes qui sont liées à des plateformes en Europe ou dans d'autres régions. Exporter est un métier. Alors, ce qu'il faut maintenant que ça y est, la dynamique est là. L'export, comme beaucoup d'autres sujets, il faut le traiter par filière. Si vous ne traitez pas par filière, vous passez à côté, mais complètement à côté. Le ciment ne s'exporte pas comme la tomate. Comme la tomate, parce que la tomate a besoin de certification, de dossiers, de ces plateformes logistiques.
Le ciment, c'est des mastodontes, c'est des gros groupes qui peuvent s'organiser avec d'autres gros groupes et faire eux-mêmes leur exportation. Celui qui exporte un téléphone ne peut pas... ceux qui exportent aujourd'hui du médicament, c'est différent. Donc, très tôt, c'est ce qu'on essaye de faire, que ce soit au niveau du Forum des chefs d'entreprise ou au niveau du Conseil national de la PME, c'est essayer de rapporter tous ces gros dispositifs, et en particulier l'export, en le traitant par filière. Très sincèrement, aujourd'hui, des produits exportables existent. On doit compléter ce climat export, le virage ou le positionnement, la réflexion. Non, il nous manque des pièces du puzzle, mais par filière. Quand vous allez traiter la filière agricole, il y a tout un dispositif qui est la certification, les conventions sanitaires avec les pays qui sont traités au niveau central par les ministères, mais des certificats qui sont donnés tous les jours, les couloirs qui sont faits. Est-ce que vous avez le sentiment, au bout de 4 ans de ce mandat-là, que vous travaillez au FCE, vous avez travaillé sur un agenda, que vous avez réalisé plus que ce que le souverain, entre guillemets, les autorités, le gouvernement réalisent sur le sien? Vous carburez plus vite? Très sincèrement, on ne peut pas aller plus vite que la musique, parce que donc vous êtes un peu contraint par le rythme de l'administration et de l'État. Le temps est donné par... Mais quand il s'agit d'aller plus vite, on le fait. Aujourd'hui, quand on a parlé d'export... L'incubation des startups, vous avez quand même beaucoup... Moi, j'ai entendu parler d'un fonds d'investissement d'1 milliard de dinars lancé il y a 2 ans. Je crois que c'était à Tlemcen d'ailleurs. C'était à Tlemcen. Il y a eu du retard. Vous avez réévoqué ce sujet-là. C'est un sujet d'avenir stratégique. Alors, quand on l'a annoncé, on s'est rendu compte 6 mois après qu'il n'était pas possible de le faire, qu'il fallait faire bouger tout. Pourtant, on a pris un cabinet de renom on n'est pas des spécialistes, qui a pris. Mais on a fait évoluer la législation. Alors, c'est vrai qu'on est tombé après dans une conjoncture où peut-être les ressources étaient moins disponibles tout de suite, mais le projet existe. Il est là et on a été au bout de l'exercice. Deuxième chose, l'incubateur. On a été fiers d'annoncer ces derniers temps, et au niveau de l'université D, de la mise en place de l'incubateur du FCE. Et on est surtout content que M. Haddar, qui est connu, qui fait partie de ces talents de la diaspora, qui ont rejoint, qui ont confiance dans ce pays, dans l'avenir de ce pays. Vous recevez aussi de temps en temps Simouloud Bakli, qui est sur les sujets d'énergie renouvelable. Beaucoup aussi de diaspora, parce que quand on a été sur l'international, tout le monde nous a dit mais qu'est-ce que vous allez faire vous à l'international? L'international, c'est quoi? C'est donner de la visibilité à notre pays. L'Algérie est un potentiel, on peut investir dans un pays malgré la règle des 51-49. L'Algérie aussi, c'est du partenariat. Nos entreprises ont besoin de partenaires sur beaucoup de domaines. Il y a beaucoup de domaines où on a besoin d'expertise. Et on a été chercher du partenariat. Et enfin, très très important, c'est la diaspora. Ça nous a permis de connaître des chefs d'entreprise, des spécialistes de domaines divers où on a véritablement besoin de cette expertise, de cette vision, de cette expérience qu'on a pu mobiliser. Ces gens-là ont pris leur billet, ils payent leur billet, ils viennent, ils assistent, ils viennent, et ils ont fini par créer des projets en Algérie. Absolument, vous avez dit approche par filière dans l'exportation. Pour l'incubation des startups, c'est aussi une approche par filière. Vous n'allez pas incuber toutes les startups. Non, il y a un groupe spécialisé, c'est Haddar, qui est quelqu'un de Kemal Haddar, notre collègue, ex-collègue d'Algérie Focus, qui est passé dans la... Pas c'est Kemal Haddar. Pas c'est Kemal Haddar. Non, vous suis. Non, pas c'est Kemal Haddar. On a, c'est moi qui... C'est pas Skandal? Non. Non plus. Non, le président de GILFCE est en charge de l'incubateur. On a pris un grand nom des incubateurs qui travaillent sur Alger. J'ai un trou de mémoire. C'est pas un problème. C'est la personne qui a été à la tête d'Algérie Smart City, qui est aujourd'hui avec Riyad Hartani. C'est Riyad Hartani, merci. Qui prend en charge. Donc, on est très content qu'il nous ait rejoint sur ce projet-là. Riyad a prouvé vraiment toute son efficacité, sa capacité à mener des projets d'envergure. Le président du FCE lui a confié avec ce nouveau projet. Il sera entouré de grands spécialistes et on a une belle infrastructure qu'on va monter à Sidi Abdallah et on espère être
une des références en termes d'incubateur en Algérie. C'est un incubateur qui sera, vous avez raison, qui sera très fortement dirigé vers les métiers du numérique, là où l'entreprise a vraiment besoin sur sa transformation future. Salah Abdessamad, toujours optimiste finalement. Eh ben si on cessera d'être optimiste, le jour où on cessera d'être chef d'entreprise. Oui, c'est une règle. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci. Merci à vous. Bon courage. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.